Bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir sur La Voix du CDO, le podcast au cœur de la révolution numérique. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de la transformation digitale des organisations avec des experts, des dirigeants, des visionnaires qui ne se contentent pas de suivre les tendances ou de les théoriser, mais les façonnent jour après jour dans leur travail quotidien avec leurs équipes, leurs partenaires métiers ou leurs clients. Dans chaque épisode, nous discutons de manière pragmatique des stratégies, des usages, des technologies et des implémentations qui redéfinissent notre monde d'aujourd'hui. Des IA à la blockchain en passant par la cybersécurité, les data lakes ou les digital workplace ou toute autre innovation qui transforme notre pratique au quotidien. Les succès comme les échecs nous intéressent. Ils sont le fruit de notre capacité à faire progresser nos organisations au bénéfice de celles-ci, des utilisateurs et des clients. Efficacité, croissance, productivité, expérience client, chiffre d'affaires, nouveaux business models, engagement employé, tous ces objectifs sont recherchés par nos invités qui décrivent leur expérience concrète sur le terrain pour nous faire progresser ensemble. Pour les leaders actuels et de demain, abonnez-vous dès maintenant à la voix du CTO et restez à l'avant-garde du changement. Embarquez avec nous dans cette aventure passionnante et grandissons collectivement dans cette période de changement continu qui s'accélère tous les jours. Bien, écoutez, bonjour, bonjour Dawson, Bonjour Miguel. et bonjour à nos invités que je vais bien entendu laisser se présenter tout à l'heure. Nous sommes ici pour notre troisième épisode de notre podcast La Voix du CDO, et nous sommes ravis d'avoir trois invités de marque qui vont nous raconter des expériences passionnantes. On va reparler forcément d'intelligence artificielle, hein, c'est quand même un grand sujet, et nous avons quelques spécialistes parmi nous. Nous allons parler de data, mais aussi de conseils, de marketing digital, d'international. Enfin, vraiment, ça va être très, très riche, encore une fois, aujourd'hui. Je pense que le mieux, c'est de laisser nos invités se présenter rapidement déjà. Donc, nous avons Pierre-Yves, David-Henri et Guillaume. Écoutez, Pierre-Yves de Brito, déjà, si tu peux nous dire rapidement qui tu es. Oui, bonjour et merci de nous recevoir. Moi, j'ai évolué dans une grande banque. J'ai démarré en finance, puis j'ai switché sur le Data Lab. J'ai mené des développements d'initiatives Smart Data au service des métiers. Et j'ai ensuite rejoint un éditeur de base de données américain pour mon expertise en base de données graphes que j'avais développée dans le Data Lab. J'ai aidé de nombreux clients à travers l'Europe à faire des choix d'architecture, de modélisation, de paramétrage de leur base de données pour optimiser leur utilisation. Je m'intéresse beaucoup à l'IA. J'ai fait un DEA d'intelligence artificielle il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, je m'intéresse de près aux applications des LLM. Pour résumer, pour moi, la tech, c'est un outil formidable à mettre au service de la création de valeur pour les organisations et pour les clients. C'est sûr, très, très riche et complètement dans l'actualité du moment. David-Henri. Oui, bonjour à tous, ravi d'être avec vous, Miguel et Dawson. Pour ma part, un parcours, on va dire, assez long dans le conseil et dans le design de service. J'ai passé 15 ans à accompagner des grands groupes à repenser leur expérience digitale, à créer des nouveaux produits et des nouveaux services, à notamment créer un lab innovation au sein d'une ESN qui s'appelle Niji, avec une dizaine de collaborateurs dans mon équipe. Puis j'ai rejoint il y a 5 ans PwC, en tant que directeur dans la branche conseil et plus précisément dans la partie design. Et je m'occupais dernièrement de l'innovation, du Web3 et de l'intelligence artificielle, sujet que je suis ardemment, ainsi que le métaverse. Hein, j'ai toujours pas changé depuis des années. Et aujourd'hui, j'ai créé, co-créé une startup qui s'appelle Bounty qui vise à révolutionner l'engagement client en redonnant le pouvoir aux consommateurs et à changer le paradigme entre la relation marque-consommateur pour dynamiser, gamifier et mettre plus de transparence dans l'usage de la data. Super. Très riche également, hein. Et Guillaume.
Oui, bonjour à tous les auditeurs et merci Milwell et Dawson pour l'invitation. Donc de mon côté, Guillaume Besson, donc senior manager au sein du cabinet AI Builders. Donc moi, je suis un pur produit du conseil et j'ai fait à peu près 8 ans de conseil en stratégie dans différents cabinets. J'ai pris le virage de la data et l'IA vers 2019, donc quelques années avant ChatGPT. À l'époque, on commençait à parler d'IA générative sans la nommer. Et donc j'interviens dans des grandes entreprises principalement sur des thématiques autour de la data et plus spécifiquement de l'IA avec un positionnement à la fois conseil en stratégie, donc l'identification des gisements de valeur et des gains de performance à travers la data et l'IA. J'interviens aussi sur l'accompagnement des Chief Data Officers, soit sur des prises de poste, soit sur des phases d'accélération de leur carrière. Et j'interviens aussi sur du pilotage de delivery de produits complexes. C'est un peu ma triple casquette en tant que senior manager chez iBuilders et en tant que consultant spécialisé sur la data et l'IA. Superbe, hein. Riches expériences là aussi, et nous allons tous en profiter. Donc, ce que je vous propose, peut-être pour lancer un peu les débats, c'est que chacun, en 5 minutes, vous nous décriviez un projet qui vraiment vous tient à cœur. Vous savez que l'objectif de notre podcast, c'est vraiment de rendre concret les choses, hein, et de rendre concret à travers vos propres expériences, hein, pour que nos auditeurs puissent également se projeter et voir comment est-ce qu'ils peuvent implémenter aussi ce genre de choses chez eux dans leur entreprise, et tous les différents cadres que nous ciblons. Donc, reprenons peut-être Pierre-Yves, si tu veux nous partager une première expérience. Et puis, bien entendu, une fois que vous nous aurez partagé vos expériences, on lancera un débat ardent entre nous tous. Ouais, Je sens David Henry qui est prêt à démarrer. Non, non, pas du tout. D'accord. Bon, bah, on va Alors, laisser. je peux parler rapidement de l'expérience à la BNP. Oui, Donc c'était il y a quelques années, donc le paradigme a un peu changé depuis, mais c'était vraiment la première étape. La première étape étant la récolte des données et l'affichage, l'utilisation au jour le jour pour les business. Donc, j'ai développé plusieurs applications pour plusieurs métiers. Il y oui. avait beaucoup de BI, on démarrait par là, récolter les données, les afficher pour avoir un tableau de bord à suivre au jour le jour et permettre de gagner en performance. Après, une fois que cette couche-là est bien solide, on peut commencer à réfléchir à des applications IA pour gagner encore un peu plus de temps ou gagner en pertinence aussi sur certaines applications. Mais vraiment, je tiens à insister sur le fait que ouais, il faut démarrer par une couche data bien costaud. Oui, c'est vraiment obligatoire, effectivement. Mais beaucoup de gens se posent la question de comment est-ce qu'on passe justement de cette couche data à cette couche IA, enfin, surtout quand on n'a pas trop la connaissance en la matière, quoi. Parce qu'il y en a qui ont. Oui, alors oui, David Henry, dis-moi. Dis-nous. Euh, Ce débat alors, une anecdote, hein, mais c'était une mission passée il y a longtemps. C'était pour Enedis. Et ils nous avaient demandé en fait de créer un objet connecté pour remplacer une LED qui s'allumait en dehors des postes HTBT. Donc, les postes HTBT, pour ceux qui connaissent un peu, c'est les postes où il y a marqué danger de mort, qui transforment le courant de tension en courant basse tension. Et ils nous ont appelé, ils nous ont dit il nous faudrait absolument un truc pour, on va dire, mesurer le niveau de batterie de cette lampe. Donc, on arrive sur place avec l'équipe, on fait vraiment une immersion, on analyse, on se dit, mais du coup, la lampe, elle sert à quoi? On dit, bah, la lampe, c'est quand le poste tombe en panne. Ah, mais du coup, pourquoi vous avez demandé ça? Bah, parce que la LED, il n'y a plus de courant, donc il faut qu'elle soit alignée par batterie, donc il faut qu'on mesure ça. Et finalement, en fait, en tirant un peu le fil, on s'est rendu compte que la LED, elle servait à rien parce que du coup, les agents Enedis devaient, sur à peu près 3-4 postes, quand il y avait une panne de secteur, regarder la LED des 3-4 postes. On s'est dit, bah, en fait, on peut mettre un objet connecté. Et puis finalement, en tirant le fil, on est rentré dedans, on a analysé. Ils ont dit, mais les pannes, elles sont dues à quoi? Bah, elles sont dues à l'humidité, elles sont dues à des intrusions, elles sont dues à tout ça. Donc, on a créé en fait un boîtier. Alors, en l'occurrence, on avait pris un Raspberry Pi avec plein de capteurs dedans et on l'a mis dedans. Le truc coûtait à peu près 100 euros. Et voilà, donc pour la petite histoire, c'était assez amusant parce qu'on est parti d'un besoin client assez clair et assez simple. Finalement, il faut toujours
un peu creuser pour identifier le vrai besoin. Et au final, ça a gagné le prix d'innovation Enedis. Et on s'est rendu compte aussi que des solutions concurrentes comme Sagem faisaient à peu près la même chose, mais pas pour 100 euros, mais plutôt pour 20 25 000 euros. Voilà. D'accord, ok. Guillaume, super. Guillaume, tu voulais intervenir? Oui, j'ai une anecdote assez similaire à celle de David Henry, bon, dans un contexte un peu différent, mais qui était côté BTP. Alors, pas une mission que j'ai faite, mais une mission qui m'a été racontée par un ami consultant, où en fait, il y avait un sujet de data quality. Donc, les données entrantes étaient de mauvaise qualité, donc ça perturbait le fonctionnement du modèle. Et il y avait un enjeu de comprendre pourquoi la qualité des données était aussi mauvaise. Donc, il y avait tout un travail qui avait été fait pour identifier les sources de mauvaise qualité, avec des idées sur du retravail de données a posteriori avec des modèles d'IA très complexes. En fait, ils se sont rendus compte que c'est les opérateurs qui avaient des bancs trop épais et qui appuyaient sur plusieurs touches à la fois. Donc, comme quoi, effectivement, l'enjeu d'avoir des solutions qui ne soient pas forcément techniquement très complexes peut résoudre des problèmes parfois très opérationnels. C'est un peu la même idée que celle de David Henry, et puis ça m'a rappelé cette anecdote. Tout à fait. Mais c'est super intéressant. Mais si je reviens à ma petite question qui était comment je passe de la data à l'IA, est-ce que vous avez un angle d'attaque surtout les gens qui entendent parler d'IA tout le temps, mais qui ne sont pas Ouais. vraiment connaisseurs. Donc, comment est-ce qu'on passe de Bah, de cette phase à l'autre, quoi? comme disait David Henry, il faut vraiment repartir du besoin à chaque Mm. fois. C'est quelque chose que je m'efforçais à faire quand j'étais consultant. Parfois, il y a un développeur qui me demandait comment je peux améliorer cette requête. Et en fait, la modélisation était incorrecte en amont. Donc, je repartais du business case, on explorait les besoins du use case. Et après, on travaillait sur la modélisation. Et au final, on avait des requêtes très performantes. Euh, au niveau du passage data IA, il faut de la même façon comprendre ce qui va créer de la valeur pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est pas forcément simple. Parfois, il ne faut pas simplement écouter le client et faut creuser, il faut pousser un peu. Et, mais une fois qu'on a la data, on a l'or entre les mains et il suffit de l'exploiter en fait. Il y a beaucoup de petits use cases à la marge, entre guillemets, où on peut très facilement faire tourner un modèle pour créer des informations qui sont pertinentes. Donc ça, c'est des petits use cases IA. Et à l'inverse, il y a des très gros use cases où en fait l'ensemble du projet repose sur de l'IA. Donc c'est vraiment deux choses qui sont très différentes à mon sens. Quand on parle de chatbot, par exemple, tout le projet est basé sur l'IA. On lance un grand projet IA et il faut le concevoir comme tel. Mais sur un dashboard data, on peut avoir des informations qui proviennent de modèles IA et qui viennent enrichir l'expérience de l'utilisateur. Donc, ça peut être ça qui fait la différence entre le BI et l'IA aussi, parce que, ou alors c'est intégré, parce que tu parlais au début de dashboard et de BI, effectivement, et comment ça se Ouais. retranscrit derrière. Et puis, Ça peut être David une Henry, extension du dashboard, ouais, c'est l'enrichissement du dashboard avec de l'IA. Ouais. Oui, j'ai vu David Henry, tu voulais intervenir. J'ai vu Ouais, non, Guillaume mais aussi après. plus pour compléter, effectivement, je te rejoins complètement, Pierre-Yves, hein. Déjà, l'usage, effectivement, est clé. Il faut définir l'usage avant de développer quelque logiciel que ce soit. Je dis souvent, l'IA, c'est un triptyque, en fait, hein, moteur, carburant, destination. Le moteur, c'est la puissance de calcul, et le carburant, c'est la data. Sans data, il n'y a pas d'IA pour pré-entraîner un modèle ou même pour faire comprendre un modèle, qu'est-ce que tu veux opérer, comment tu veux l'opérer, sous quelles contraintes, sous quel délai, etc. Donc la data, en fait, elle doit être agrégée en amont. Donc c'est une vraie stratégie data qu'il faut construire avant de se lancer dans un projet IA. C'est se dire, il faut que j'ai mes data au carré et derrière, je vais pouvoir construire un modèle ou utiliser un modèle existant pour pouvoir implémenter une IA performante. Ouais. Évidemment, dans le bon cas d'usage, parce que sinon, c'est juste faire une usine à gaz. Guillaume, oui, tu voulais.
Oui, évidemment, bon, totalement en phase avec Pierre-Yves et David Henry, c'est l'usage qui doit driver la transformation data IA et puis le développement de solutions qui répondent à des besoins concrets et éviter un peu le tropisme de faire de l'IA pour faire de l'IA et aussi de chercher de la complexité un peu bêtement. On s'est rendu compte empiriquement que parfois des solutions techniquement très simples répondaient aussi bien, voire mieux à des usages concrets que les derniers modèles d'IA ou d'IA générative qui étaient extrêmement complexes à développer et qui en fait ajoutaient de la complexité de manière pas forcément utile. Moi, j'ajouterais juste un point, c'est la notion de progressivité. C'est-à-dire qu'en fait, on a aussi des entreprises qui veulent aller vers la data IA, ce qui est très bien, mais on ne peut pas passer de rien à tout du jour au lendemain. Il y a aussi une notion de courbe d'apprentissage et de montée en puissance progressive. C'est pour ça que ce que dit Pierre-Yves est très intéressant. C'est qu'on démarre avec des petits cas d'usage data, on va vers des cas d'usage de plus en plus complexes au fur et à mesure. Puis un jour, on passe le cap de l'IA avec des petits cas d'usage IA qui sont des quick wins, qui en fait permettent de créer de la valeur de manière incrémentale et très rapide pour ensuite aller chercher des gros cas d'usage IA qui là sont potentiellement des game changers ou des gains de performance ou permettent des gains de performance très significatifs. Mais on ne peut pas passer de rien au top cas d'usage IA très complexe à implémenter du jour au lendemain. Il y a cette notion de progressivité à avoir et c'est pour ça que c'est intéressant de faire une transformation progressive dans le temps avec des incréments progressifs pour aller chercher ces cas d'usage à très forte valeur ajoutée. Oui, cela me fait penser d'ailleurs que souvent aussi à cette notion de progressivité, que même la partie data, très souvent, elle est manquante en fait, parce que très souvent les entreprises, les organisations ont de la donnée complètement éparpillée, mais pas structurée ou pas de qualité. Donc ça aussi, qu'est-ce que vous avez comme retour d'expérience déjà, pour ne serait-ce que à ce niveau-là, accompagner ou aider, et quels sont les écueils à éviter d'ailleurs dans ce domaine? Guillaume, Oui, bah, c'est levez même la main. encore pire que ça, c'est que parfois la partie IT est pas au niveau. C'est-à-dire que pour faire de l'IA, il faut de la data, mais pour faire de la data, il faut de l'IT. Donc, il y a une notion d'avoir des fondamentaux techniques solides à tous les niveaux, à la fois d'un point de vue infrastructure IT, à la fois d'un point de vue façon de fonctionner, d'un point de vue data en général, data gouvernance, data management, etc. Et en fait, une fois qu'on est solide à la fois sur les appuis technologiques et sur les appuis opérationnels, on peut commencer à chercher des cas d'usage. Mais la progressivité, ça ne commence pas avec les premiers cas d'usage, ça commence avec les fondamentaux techniques et organisationnelles et opérationnelles pour se mettre en capacité de commencer à chercher des cas d'usage. Donc il y a une notion en fait de presque de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas commencer à vouloir trouver Mm. des cas d'usage et développer de la performance avant d'être en capacité de les développer. Oui, David? Henri? Et ouais, et puis complètement en phase, hein, et effectivement pour compléter, je dirais même faut poser les bases dans, le logiciel ou la solution qu'on développe avec de l'IA, la mécanique d'optimisation, la mécanique d'enrichissement. C'est de se dire, comme à l'époque, enfin, il y a longtemps des chatbots, toujours pareil, enfin, chatbot, c'est une forme d'IA, c'est jamais parfait au début. Donc il faut se dire que c'est même à 5 complet et que c'est dans l'interaction et dans l'usage que, la solution va s'améliorer. L'IA, c'est à peu près pareil, que tu fasses de la computer vision, de la prédiction, et cetera. Au final, les résultats vont pas être ultra performants au début, donc il faut intégrer directement une mécanique de, supervision ou d'enrichissement dans l'outil directement. D'accord, ok. C'est un peu learning by doing, quoi. Il faut faire les choses, il faut apprendre les choses en les faisant. C'est ça, c'est ça. Et globalement, celles qui sont le plus optimisées, alors je donne un exemple, que j'ai trouvé génial de Google, qui était, l'autocomplétion dans les emails. Je ne sais pas si vous l'avez vu ça, mais Oui, oui, c'est, tout à fait, tout à fait, tout ouais, à bah, fait. en fait, ils ont juste du renforcement, positif ou négatif, sur toutes les prédictions qu'ils faisaient dans l'autocomplétion des textes. Et c'est Oui, l'utilisateur qui l'a fait gratuitement pour lui. Et je oui, pense tout qu'il à faut fait. penser un peu les IA dans ce sens-là. C'est de se dire le résultat, donc la prédiction ou le résultat n'est pas forcément parfait, comment je peux l'optimiser? Et ça, c'est quasiment aussi important que de la data, parce que sans ça, même si on a une data très complète, au final, une IA n'est jamais parfaite au début parce que c'est une machine avec plein de pistons optimisables, quoi. Oui, j'entends plutôt une vision globale, stratégique sur la data et sur l'expérience du Mmh. modèle d'entreprise, hein, j'entends ça. Je voudrais rebondir sur un sujet, une question peut-être pour Pierre-Yves, qui a vraiment une très grosse expérience autour de la data. Est-ce que toi, dans ton expérience, alors dans le secteur bancaire ou même dans d'autres projets, est-ce que tu as vraiment des enjeux sur le volume de données, sur le volume de data, comment tu les traitais, comment tu les rassemblais, est-ce que tu passais par des ETL, quels étaient les profils qui pouvaient, entre parenthèses, nettoyer la data ou structurer la data? Oui, notamment la BNP, on travaillait vraiment avec des ETL justement pour nettoyer la donnée qui venait d'un data lake.
et la préparer pour les use cases. Donc ça, c'est une phase qui est incontournable, évidemment. Ouais. Phase de nettoyage qui est très, très time consuming. Oui. C'est le gros du temps passé sur le projet, grosso modo. Oui. Alors, Voilà. j'explique pour les ETL, c'est Extract, Transform, Load. C'est vraiment des outils qui permettent d'uniformiser les formats de données. Voilà, pour nos éditeurs. Ouais. Après, au niveau volumétrie de données, moi je travaillais sur l'éditeur. Là, c'est une solution qui pouvait scaler à l'infini, grosso modo. Mais l'unité de base, c'est le Tera. Donc, un petit cluster de 3 nœuds pouvait gérer 1 Tera de données, voire un petit peu plus. Ça permettait déjà de traiter beaucoup, beaucoup de use cases. Après, j'ai vu des très gros use cases avec des centaines de serveurs aussi. Donc, Ah oui. ouais, ça, c'était des bases de données distribuées, très forte volumétrie. Donc, sur le petit cluster 3 nœuds, on pouvait passer 20 000 requêtes par seconde à peu près. Mhm. Et donc, scalable linéairement, à la fois en nombre de requêtes par seconde et en taille de données. Donc, très puissant, avec la très haute disponibilité et un temps de réponse très très court, enfin même pas 10 millisecondes. D'accord, ok. Quelques millisecondes la plupart du temps. Est-ce que dans vos expériences de consultants autour de l'IA, le sujet data a été, enfin le volume de data pour faire des use cases a été une contrainte ou pas pour, dans la stratégie que vous pouvez accompagner sur les entreprises? Oui, David Henry. Alors déjà, oui, peut-être précision, mais ça a pas mal évolué. C'est-à-dire que les débuts des modèles de l'IA, il fallait une quantité de data quand même assez impressionnante. Et c'était hyper complexe d'entraîner des modèles. Et aujourd'hui, ils sont quasiment open source et ça devient quand même assez simple. Anecdote assez marrante, on avait un projet à l'époque avec un retailer. L'objectif était de développer une application mobile pour les responsables de vente, pour finalement scanner un rayon avec son smartphone, que le smartphone détecte automatiquement les facing produits et sur ces facing produits, il affiche directement les infos de rentabilité, de s'il y a une rupture ou pas, et de cohérence avec le plan de linéaire qui est souvent transmis. Donc, dit autrement, de remettre au cœur du rayon tous les outils qu'ils avaient habituellement sur des bouts de papier dans leur bureau à l'étage. Et on s'est rendu compte en fait que on a entraîné les modèles, on a été prendre des données, des modèles de Stanford, etc. Et ça ne marchait pas. Et en fait, on avait de la data, mais en fait, le modèle en tant que tel, la technologie n'était pas assez mature, parce qu'entre un paquet de pâtes pénérégaté et un paquet de pâtes pénérigaté, et pas pénérégaté, il y a une lettre. Donc, en pourcentage de cohérence, on est à 99,8%. Et donc, l'IA n'arrivait pas à les distinguer. Et donc, c'était c'est une petite anecdote, je voulais vous partager. Je ne sais pas si c'est complètement à propos, mais Non, non. ça démontre que la data, enfin, ce n'est pas juste une quantité de data, mais c'est aussi lié au modèle d'IA que tu utilises et aussi à la qualité de data. Ok, super. Ouais, non, c'est super intéressant. Ouais. Et on peut se poser la question, du coup, comment on choisit son modèle? Est-ce qu'il faut en tester plusieurs? Ou est-ce que c'est le savoir-faire des data scientists, justement, quand on en a en tout cas? Enfin, voilà, comment est-ce qu'on rebondit aussi là-dessus? Vous avez une réponse ou des expériences à raconter? Moi, je peux continuer de parler, mais je pense que Guillaume ou Pierre-Yves ont des choses hyper intéressantes à dire. Continue, Alors, David Henry. évidemment, Oui, ou Guillaume, non, évidemment, il faut, ou Pierre-Yves. il faut avoir un peu d'intuition, essayer de tester des modèles qui ont une chance de fonctionner pour éviter de perdre du temps. Mais, Oui. il y a une certaine quantité de données à avoir en fonction de la complexité du modèle envisagé. Et il faut essayer de partir sur un modèle relativement simple. Le risque, c'est l'overfitting, en fait. Spécialiser un modèle sur un jeu de données particulier et, que le modèle ne puisse pas s'appliquer sur des données autres que le dataset d'apprentissage. Ça, c'est un grand risque.
Donc, avoir suffisamment de données et prendre un modèle avec relativement peu de paramètres. Voilà. Et tu veux dire que le modèle reste circoncis en fait, à son entraînement et n'arrive pas à se caler sur des données adjacentes qui pourraient arriver en cours de route ensuite, c'est ça? Oui, c'est ça. Si on a beaucoup de paramètres et peu de données, c'est ce qui arrive en fait. Ouais. Le modèle va adapter les paramètres pour fitter super bien les données du dataset d'apprentissage et il ne pourra pas extrapoler à d'autres données. Donc, il faut vraiment réduire le nombre de données, de paramètres du modèle et avoir un dataset d'apprentissage qui soit franchement conséquent par rapport au nombre de paramètres. Ok. Guillaume, ouais. Guillaume? Ouais, puis pour le coup, il y a aussi un arbitrage à faire entre puissance du modèle versus contexte économique. C'est vrai qu'on peut toujours aller chercher de la performance additionnelle avec des modèles plus puissants, plus de données entrantes, plus de temps d'entraînement, etc. Mais à un moment, c'est un peu le niveau de performance qu'on s'autorise à aller chercher sous contraintes économiques, contraintes techniques, etc. Ou contraintes de temps pour le data scientist qui travaille sur le modèle. Donc il y a aussi un trade-off à poser. Et ça, pour le coup, il n'y a pas de réponse universelle. C'est vraiment au cas par cas qu'on doit pouvoir poser la réponse entre le modèle le plus performant possible sans aucune contrainte versus un modèle qui s'inscrit dans un contexte réel avec des contraintes de temps, de coût, d'explicabilité aussi. C'est un vrai gros sujet, l'explicabilité des modèles. Et en fait, à un moment, on doit savoir mettre le curseur entre ces deux extrêmes. Donc, c'est là où le data scientist a son mot à dire sur où est-ce qu'on s'autorise à mettre le curseur, mais il a son mot à dire en coordination avec d'autres personnes qui sont part du projet. Par exemple, le product owner sur un sujet de product, par exemple, avec le chargé de déploiement si le produit doit être déployé. Donc, tout ça, ce sont des décisions à prendre collectivement par rapport à un arbitrage à faire. David Henry? Ah, ton micro. Oui. Ouais, pour compléter, je dirais même en fait, en choisissant un modèle déjà, c'est de se poser la question, c'est use, buy or make. Use, c'est j'ai déjà quelque chose à disposition que je peux déclencher très rapidement. Aujourd'hui, beaucoup de clients vont utiliser du Copilot, vont utiliser voilà, des outils qu'ils ont déjà à disposition. Ensuite, il y a buy, c'est j'achète une solution externe qui convient à mon besoin, avec effectivement, tous les sujets que tu as abordés, Guillaume et Pierre-Yves, de coûts, de sécurité, etc. Et ensuite, il y a make, c'est de se dire, OK, en fait, tout ça, ça ne convient pas, je vais créer mon propre modèle. Et là, dans la création du modèle, il faut se poser deux questions, même dans l'achat. Est-ce que c'est quelque chose que je vais faire en local, sur lequel j'aurai vraiment la totalité de mes données, j'en serai propriétaire et je vais entraîner mon propre modèle et ça profitera à personne, qui est une solution. Il y a plein de modèles aujourd'hui qui existent, on peut les trouver sur Hugging Face notamment, ou un modèle, on va dire, externalisé sur des serveurs. Souvent, d'ailleurs, c'est aux États-Unis. Heureusement, il y a des champions français qui hébergent. Mais c'est des vraies questions stratégiques. Évidemment, quand on est en banque, la question ne se pose même pas. C'est forcément sur les serveurs locaux. Mais dépendant des boîtes, bah, il y a souvent des arbitrages à faire au niveau du coût et de la complexité du projet. Donc, je pense que c'est vraiment c'est use, buy or make qu'il faut se poser avec cette question en transverse de finalement données que j'héberge moi-même, chez moi, et j'entraîne mon propre modèle avec effectivement la célérité qu'on va connaître, mais au moins j'en suis propriétaire, ou j'utilise des modèles déjà pré-entraînés externes, mais surtout qui sont hébergés à l'extérieur. Et se pose une question, du coup, ça me fait réfléchir à ça, vous avez parlé à plusieurs reprises de temps, d'itération, try and learn, et du coup de compétences aussi qu'il faut avoir. Donc, il y a un coût d'investissement finalement global qui me semble assez important. Est-ce que toutes les entreprises sont en capacité d'investir en fait dans cette direction-là? Et je ne pense pas que uniquement aux grands comptes, hein, mais des ETI ou même des PME, parce que c'est une vraie problématique éventuellement. Guillaume, oui. Oui, bah, déjà, il faut distinguer coût de buy et coût de run, coût de build et coût de run, pardon. En Mm. fait, il y a des solutions qui vont être très coûteuses au déploiement, mais qui vont être très peu coûteuses à l'utilisation, d'autres solutions qui vont être un peu plus intermédiaires, et des solutions qui vont être très peu coûteuses au déploiement et très coûteuses à l'utilisation. Et en fait, la typologie de coût, bah, déjà, d'une part, dépend de la doctrine use, make or buy. En fait, toutes les typologies de produits ne se valent pas en termes de structure de coût, et c'est aussi fonction de la capacité de l'entreprise et de la volonté de l'entreprise. C'est vrai que quand on est une TPE-PME ou une ETI, aller sur une solution très coûteuse à la construction et peu coûteuse à l'utilisation, bah, il y a un coût d'entrée qui est non négligeable, donc il faut le prendre en compte. Quand on a un grand groupe, c'est une contrainte qu'on a un peu moins.
On a déjà des patterns qui se font comme ça. Encore une fois, ce n'est pas des modèles indépassables, c'est plutôt des tendances de fond. Mais la structure de coût des solutions avec les coûts de build et les coûts de run, bah, ça a un impact aussi sur la décision finale qui est prise lors du choix d'utiliser une solution existante dans l'entreprise, de construire sa propre solution ou d'utiliser une solution existante sur étagère, soit sur un software installé, soit sur une solution as a service. Donc, on a tout qui existe. C'est encore une histoire de curseur. C'est où est-ce qu'on met le curseur selon déjà d'une part ce qu'on veut faire et les contraintes identifiées dans le paysage de l'entreprise. Ok, super. David Henry? Ouais, carrément en phase, hein, avec ce que tu dis, Guillaume. Je compléterais effectivement sur un rôle, on parle de l'humain, mais dans les grands groupes et dans les entreprises. L'IA, en fait, c'est un sujet qui est souvent assez transverse, qui va toucher l'IT, qui va toucher le marketing, Oui. qui va toucher, qui finalement peut impacter quasiment tous les services. Enfin, moi, je le vois dans les cours que je donne à l'Institut supérieur du marketing, il y a vraiment de tout le monde, quoi. Et du coup, il y a un peu cette problématique de centraliser ces besoins-là, pour pas que chacun développe son IA dans son coin, et qu'il y ait un modèle et une stratégie d'IA consolidée. Et si on parle d'humain, ce que je vois en tout cas émerger, c'est un peu déjà des task force IA qui émergent à peu près dans plein de grands groupes pour justement, on va dire déjà centraliser en rentrant par les cas d'usage. Quels sont les cas d'usage, quels sont les besoins de l'intégralité des métiers. Et à partir de là, du coup, la décision de, effectivement, les sujets que tu abordes, Guillaume, quel IA, quel coût, quel run, de build, etc. Mais je pense d'abord, il y a cette question de quel besoin au niveau global de l'entreprise et qui peut bénéficier à tout parce qu'il y a des dépendances entre chacun des services, que ce soit au niveau, je dis n'importe quoi, des équipes finance ou des équipes com ou des équipes marketing, parce qu'il y a une entité, parce qu'il y a des règles de sécurité, etc. Voilà. Et généralement, le premier rôle de cette task force IA dans les grands groupes, c'est déjà édicter les règles d'usage de l'IA, parce qu'on le sait, il y a énormément de fuites de données. Hein, il y a eu le cas, je crois, Samsung qui est sorti, mais voilà. Et donc une gouvernance aussi à mettre en place. Quand tu parles de task force, c'est forcément aussi une gouvernance qui va avec et qui est Oui, Complètement. Guillaume? Oui, non seulement il y a la gouvernance, effectivement, très en phase avec David Henry sur un peu la vision task force, tribu ou data governance au sens général, mais il y a surtout un vrai volet change. En fait, l'IA, c'est un changement au sein de l'organisation avec des nouveaux enjeux pour les collaborateurs et puis pour la structure dans son ensemble. Donc, non seulement il faut mener une transformation globale et ciblée par rapport à ce qui est attendu en termes de retour sur investissement et de gain de performance, mais il y a tout un volet change à gérer aussi. En fait, on ne peut pas lâcher un outil d'IA ou lâcher une solution d'IA dans la nature sans suivi. Il y a un besoin aussi d'aider les collaborateurs à comprendre pourquoi on le fait, quels sont les attendus, comment la solution s'utilise, etc. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi un volet change très important et dont l'importance a un peu été sous-estimée par le passé, mais on commence à vraiment voir l'importance de ces sujets en parallèle de la transformation dans son ensemble. Alors j'ai une question pour rebondir à ça, c'est quelle est votre vision en fait dans cette notion de change management avec l'intégration de l'IA? Comment ça se structure selon vous dans une organisation? Parce que c'est des ressources supplémentaires hein, qu'il va falloir financer, qu'il va falloir justifier auprès de la direction financière, du dirigeant en disant bah voilà, on est dans cet engagement. Il ne suffit pas de prendre un outil sur l'étagère et de dire voilà, on le met à disposition de tout le monde. Comment vous analysez, comment vous préconisez et selon vous, quelles sont les ressources nécessaires ou les ambassadeurs nécessaires à accompagner chacune des structures de l'entreprise, des filiales de l'entreprise. Est-ce que quelqu'un a déjà une réflexion? David Henry, je vois. Oui. Ouais, parce que en fait, ça, c'est un sujet que je porte assez souvent dans les cours que je donne. Et finalement, dernièrement, avec un gros groupe industriel en Allemagne. Et finalement, en fait, il y a ce besoin déjà de faire prendre conscience du potentiel de l'IA et tout simplement de leur mettre la main à la pâte, qui testent des outils, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des outils open source, des outils internes. Alors, je pense beaucoup à ChatGPT, mais ça peut être du Adobe Firefly, du Leonardo, enfin, il y en a 15 000. Hein. Déjà qu'ils prennent conscience que cet outil, donc l'IA, que ça soit au travail au quotidien ou pour des tâches extrêmement précises ou très techniques, peut vraiment changer la donne. Et qu'il faut qu'ils enclenchent, et c'est effectivement, me disait Guillaume, la conduite du changement hyper importante, qu'ils enclenchent, entre guillemets, un changement de mindset pour se dire l'IA va vraiment impacter mon métier et je commence à toucher, à affleurer, vraiment, à toucher du doigt tout ce potentiel-là. Et c'est ça qui va, entre guillemets, amorcer la pompe d'un changement et d'une transformation profonde. Oui, Guillaume. Oui.
Oui, bah, encore une fois, d'accord avec David Henry et de la même façon, j'interviens aussi dans des écoles sur le sujet d'une change management qui, en fait, est un sujet à part entière. Moi, je donne un cours sur le change management dans un MBA et en fait, le change management, c'est un sujet qui a effectivement des façons de faire vraiment spécifiques et le fait de faire toucher du doigt l'IA auprès des collaborateurs, c'est une vraie façon de faire. En fait, bon, ça a un peu changé avec la sortie de ChatGPT, mais il y avait une époque cette, considération comme quoi l'IA, c'était soit un effet de mode passager, soit quelque chose de magique. Et en fait, la réalité, c'est qu'on est un peu entre les deux. C'est pas un effet de mode passager, en tout cas, c'est pas ma vision, et c'est pas quelque chose de magique qui va tout chambouler dans la semaine prochaine. Il y a un entre-deux à gérer, et le fait de faire toucher du doigt l'IA par les collaborateurs pour leur permettre de s'acculturer et de voir de quoi on parle, c'est le premier niveau du change. C'est un peu de rationaliser et de factualiser ce dont on parle pour en fait déminer a priori les idées reçues qu'on peut avoir sur l'IA. ChatGPT a un peu changé la donne parce que ChatGPT, pour le coup, a fait un très gros travail d'acculturation à ce qu'était l'IA, parce que là, pour le coup, on a eu un démonstrateur conversationnel, utilisable par tout un chacun, qui permettait vraiment d'interagir avec une IA de manière très simple. Mais c'est vrai que quand on parle de l'IA, ben, parfois, il y a des idées fausses ou des idées reçues qui en fait, faussent un peu la discussion à la base. Donc, le premier niveau du change, c'est en fait de factualiser ce qu'est l'IA et de un peu rationaliser la discussion pour parler de choses réelles et existantes. Moi, dans ma réflexion, c'est aussi de se dire, est-ce que ce change management, cette adoption auprès des dirigeants, ça peut être compliqué auprès du dirigeant parce que les innovations, elles sont constantes, hein. On parle là de l'IA, mais on a parlé il n'y a pas si longtemps du métaverse, on a aussi parlé du Web3. Le dirigeant, il est là avec toujours plein d'innovations, avec cette fonction-là, hein, un peu d'évangéliste, des technologies émergentes, avec un enjeu pour le dirigeant qui est quand même budgétaire. C'est de dire, j'ai un budget pour les RH, j'ai un budget pour le marketing, j'ai un budget pour le commercial, j'ai un budget pour la direction financière, pour le juridique, pour la DSI. Et là, on a de la R&D, de l'innovation. Comment on arbitre? Selon vous, comment on arbitre? Est-ce que vous avez un retour d'expérience, une réflexion? Comment vous avez convaincu dans votre expérience ces dirigeants ou votre direction ou votre management de l'intérêt d'investir sur telle innovation ou pas, ou sur telle technologie ou tel logiciel? Je vois avec David Henry, oui. Je crois qu'il y avait Pierre-Yves aussi qui voulait dire quelque Oui. chose avant lui. Oui, Alors, pardon, David Henry, puis après Pierre-Yves. Oui, Oui. effectivement, la première, on va dire le premier argument, c'est le ROI. ROI sur le temps passé à setup, le temps passé à choisir, le temps passé à définir un cas d'usage. Et le retour sur investissement, ça va être combien d'ETP, donc d'équivalent temps plein, on économise? Est-ce qu'on est sur du confort collaborateur? Est-ce qu'on est sur l'augmentation de la qualité des livrables si on est sur l'expérience collaborateur? Est-ce qu'on est sur plus de sécurité? Où on peut, et comment on peut mesurer du coup cette ROI? Comme tout projet IT dans n'importe quelle boîte, l'idée c'est de se dire combien j'investis et combien ça me rapporte. Donc, et malheureusement, il y a eu au tout début de la vague de l'IA beaucoup de projets IA faits juste pour faire de l'IA. Mais c'est très bien. Après, c'est aussi, ça peut être un investissement sans forcément avoir un retour sur investissement, dans le sens pour se dire, bon, bah, en fait, on va faire un projet pour, encore une fois, commencer à comprendre et à maîtriser l'IA parce qu'on sent que ça va nous impacter fortement. Donc, pas forcément de ROI. Mais ça aussi, c'est pareil, ça peut être quelque chose qui peut éclairer une décision. Voilà. D'accord. Pierre-Yves? Oui, on vit une période dorée pour l'IA. Tout le monde est bien conscient qu'il y a beaucoup de gains à tirer de cette techno. Je pense que les managers ont bien conscience de ça et sont prêts à mettre un peu d'argent sur la table. Il faut, ouais, bien sûr, regarder les ROI et la direction. Je rejoins David Henry là-dessus. Il en a parlé au début, c'est où est-ce qu'on veut aller. J'ai une petite anecdote. En fait, ma sœur est professeure en université et on lui a mis à disposition un outil. C'est une sorte de chatbot qui permet de répondre aux questions des étudiants sur le cours. Et en fait, elle doit travailler pour nourrir le chatbot. Ouais. Et de l'autre côté, le chatbot va répondre à sa place aux étudiants. Alors elle me dit, mais ma place, elle est où? Moi, je fais prof pour avoir un contact avec les étudiants.
je ne suis pas prof pour nourrir un chatbot qui va répondre à ma place. Donc, il faut vraiment garder cette direction en tête, voir ce qu'on veut faire. Et la techno, elle est là, elle peut nous aider. Bien regarder où est le ROI et garder l'humanité des interactions, c'est super important. Oui, Guillaume. Ouais, je te Oui, dis, Pierre-Yves est merci très, Pierre. Ce que dit Pierre-Yves est très intéressant, c'est que moi je distingue le ROI financier du ROI non financier. Il y a le retour sur investissement d'une solution d'IA qui va rapporter de l'argent concret à l'entreprise, mais il y a aussi le ROI non financier. Il y a tout ce qui va être qualité de vie au travail pour les collaborateurs, tout ce qui va être possibilité d'avoir de nouvelles lignes de service qui potentiellement peuvent générer de l'activité plus tard, tout ce qui va être excellence opérationnelle avec la gestion des sujets les moins intéressants. Donc il y a le ROI financier, c'est ce que va rapporter la solution à court et moyen terme en termes financiers, mais aussi tout ce qui va être mieux pour les collaborateurs, même si ce n'est pas tangible d'un point de vue financier, même si, in fine, on peut toujours l'estimer par des proxys. Mais c'est vrai que cette notion de ROI, elle est clé parce que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre et qu'on arrive à driver la transformation data IA et le fait d'aller sur des cas d'usage data IA. Mais c'est important d'avoir les deux notions en tête pour justement éviter d'être focalisé sur l'un ou sur l'autre et d'avoir un peu la vision globale sur tout ce que peut apporter l'IA à travers le déploiement de cas d'usage. Et je reviens sur cette notion de task force que vous avez citée à un moment donné. Pour des entreprises justement qui n'ont aucune connaissance encore, hein, et qui veulent juste un produire, j'ai vu souvent qu'ils essayent de faire ça, enfin, où il y a des gens qui s'approprient un peu le sujet, mais ils font ça en plus de leur travail normal qu'ils ont à faire, dans lequel ils sont investis tous les jours. Du coup, ils n'arrivent pas à dégager suffisamment de temps. Donc, quelle est cette task force qu'il faut absolument arriver à mettre en place? Est-ce qu'il faut vraiment dédier des gens, en fait, ou est-ce qu'on peut se contenter, entre guillemets, de partir sur des projets existants et de rajouter ça à un travail déjà Mm. opérationnel existant, quoi. Voilà. Quelles sont vos recommandations et peut-être des retours d'expérience aussi là-dessus? Mm. Bah, tout David Henry. dépend un peu, ouais, tout dépend un peu de la taille de l'entreprise. Je veux dire, si vous êtes une boîte de 4-5 personnes, bah là, l'impulsion, elle doit venir de l'interne parce qu'on n'a pas forcément les budgets pour dédier 1 ou 2 personnes à temps plein sur le sujet de l'IA. Mais du coup, pas hésiter à s'auto-former, à faire des formations, il y en a plein en ligne qui existent. Après, dans les grands groupes, effectivement, comme c'est des sujets de fond et qui prennent du temps et qui doivent être vraiment coordonnés, l'intérêt de la task force, c'est d'avoir une impulsion qui est transverse. Et une des complexités dans ces grands groupes, c'est un peu l'ownership de ces sujets-là. C'est souvent les sujets sexy. Tu vois, il y a souvent la guéguerre entre l'IT, les métiers, etc. Et donc, le fait de mettre en place une task force transverse, au-delà d'apporter un savoir-faire assez pointu et une impulsion et un dynamisme qui va se décorréler du run, qui est souvent un peu, on a la tête dans le guidon. En plus de ça, ça apporte une forme de, on va dire, pas de hauteur, mais de non-appartenance à un service donné. Et donc, c'est beaucoup plus simple pour coordonner les actions. Parce qu'il y a un peu de politique dans les groupes. Hmm. Ouais. Guillaume? Et dans la task force ou la tribu, il y a aussi le rôle clé qui est celui de l'ambassadeur, qui en fait est la personne qui va porter le message auprès des équipes qui, elles, ne sont pas forcément appétentes à l'IA ou sont pas forcément impliquées dans la transformation data IA. Donc, cette transversalité de l'équipe qui porte une thématique ou un sujet IA avec des ambassadeurs dans différentes équipes qui sont capables d'être moteurs par rapport à ces sujets, en fait, c'est clé. Parce que derrière, ça permet d'avoir un élargissement du scope des personnes concernées par l'IA et ça permet d'attirer des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par l'IA de prime abord. Donc, c'est non seulement clé, mais au sein de ce sujet clé qui est la task force ou la tribu, selon comment on l'appelle, data IA dans l'entreprise, il y a le rôle des ambassadeurs qui, pour le coup, est vraiment un moteur d'adoption et d'acculturation assez important. En tout cas, qui est clé dans les grands groupes. C'est comme ça qu'on arrive à générer de l'engagement et à générer de l'attractivité pour ces nouveaux sujets qui, en fait, sont très sexy de prime abord, parce qu'effectivement, tout le monde ou presque s'intéresse à la data et l'IA, mais il y a le sujet après opérationnel où, pour le coup, on a souvent besoin de relais en interne, d'où ce rôle important de l'ambassadeur. D'accord. Et parmi vous, vous avez eu aussi des rôles et des missions importantes à l'international. Est-ce que il y a un prisme différent entre une vision française et une vision à l'international ou dans d'autres pays différentes par rapport à ces sujets? On dit toujours que les Français sont un peu averses au risque, et donc là, on parle d'innovation, d'investissement, etc. Est-ce qu'il y a une appréciation différente entre à l'international et en France? Guillaume, oui, j'ai vu. Oui. Alors moi, j'ai travaillé principalement sur un contexte asiatique. Donc pour le coup,
avec des vraies différences culturelles par rapport à la France. Personnellement, j'ai pas constaté de vraies différences d'appétence à l'IA ou d'appétence au risque. Pour le coup, c'est des sujets qui, en fait, parlent à tout le monde et sont tellement importants que tout le monde, s'y intéresse, même sans intérêt pour la technologie. En fait, aujourd'hui, on sait que l'IA est un accélérateur formidable à pas mal de niveaux. Donc, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que même les gens qui ont pas d'intérêt pour la technologie, comme ce que moi je peux avoir, s'intéressent à l'IA parce qu'on voit que ça va changer pas mal de choses. Après, d'un point de vue, interculturel, j'ai pas vu de vraies grosses différences. C'est vrai qu'on dit souvent que les Français sont un peu moins appétents au risque que d'autres. Concrètement, j'ai pas vu de vraies différences, tangibles au quotidien. Comme c'est des sujets qui, en fait, parlent à tout le monde et sont importants pour tout le monde, bah, tout le monde se positionne par rapport à ces sujets. Mais, à ce niveau-là, pour moi, j'ai pas vu de vraies différences significatives. Mais est-ce qu'il y a pas, est-ce que vous avez pu bénéficier aussi d'approches qui vous ont surpris dans la manière d'approcher l'intégration de l'IA ou de la réflexion autour de l'IA? Vous avez dit: «Tiens, ça, j'aurais jamais pensé, l'approche est vraiment différente, la logique est différente, dans le management aussi, et c'est très différent». Oui, Guillaume? Mmh. Oui, après, David. Ah, moi Henri? moi, je l'ai un peu vu dans les cadres réglementaires, notamment bon, avec le RGPD en France, la PIPL en Chine, qui sont des cadres réglementaires qui ont des vraies différences. Mais sinon, même d'un point de vue management, j'ai pas vu de différence vraiment significative. Il y a forcément des différences culturelles, évidemment. On n'est pas tous exactement sur les mêmes cadres culturels, mais d'un point de vue vraiment vision d'ensemble global, j'ai pas vu de vraies différences significatives. Par contre, oui, au niveau des cadres réglementaires, forcément, c'est pas la Mmh. même chose. OK. David et Henri? Ouais, alors moi, c'était marrant sur les projets d'IA, bon, avec mon expérience dans un ancien cabinet, PwC présent dans plein de pays du monde. En fait, ça variait en fonction des pays sur le mindset de construire l'IA. Il y en avait, qui prenaient un temps fou à tout cadrer, alors sans être dans le cliché, mais les Allemands, ceinture bretelle sur tout ce qu'ils devaient faire et toutes les dépendances, et après un certain temps, ils développaient quelque chose. D'autres, qui rentraient, les Américains, par un marketing ultra léché, et une interface qui est ultra clean, mais finalement une IA pas ultra avancée. Et d'autres, qui vont, directement, aller, faire un prototype, un peu à l'arrache, et puis, l'améliorer, l'optimiser, puis l'améliorer, l'optimiser, et cetera. Donc, Mmh. et encore une fois, là, je caricature en fonction des pays, mais, ça dépend vraiment des équipes et des gens. Mais c'est vraiment le mindset de, je construis un projet IA, est-ce que je fais un truc ultra préparé, ultra construit, ou est-ce que je me lance complètement à l'arrache en me disant, le truc va s'améliorer au fil du temps, quoi? Oui. Oui, Guillaume? Oui, non, c'est intéressant comme discussion parce que moi, je m'étais focalisé sur le déploiement, mais oui, j'imagine que sur le cadrage et la partie, identification et préparation des travaux, il y a des vraies différences culturelles. Donc c'est intéressant de se dire qu'il Mmh, y a d'un côté potentiellement des vraies différences, comme tu disais, avec une vision très mmh, marketing d'un côté, très, sécurisée de l'autre et le déploiement que moi j'ai pu mmh, constater sur différents contextes où les choses sont beaucoup plus équilibrées. Donc il y a peut-être un sujet à creuser, je pense. mmh. Et comment ça se passe justement très, très, très concrètement? Parce que quand justement on investit dans telle et telle direction avec ce mindset, comment est-ce qu'on arrive peu à peu à embarquer avec soi les dirigeants ou les autres cadres? Parce que il y a quand même, les démonstrateurs suffisent pas souvent. Euh, Là, on parle d'IA par exemple, il y a différents types d'IA aussi. À force de dire IA, IA, il y a prédictive, les LLM qui ne sont pas la même chose non plus, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive à segmenter ça, mais surtout à embarquer autour de soi? Parce que c'est encore une fois une problématique quand même d'arriver à embarquer les différentes parties prenantes, en fait. Oui, David et Henri? Bah, déjà pour embarquer, ça se passe, alors c'est un peu dans le change, on va dire une astuce, vieille comme le monde, mais c'est déjà dans la conception de la solution, d'embarquer tout le monde, de mettre tout le monde dans la boucle, de faire des ateliers de co-construction avec eux pour qu'ils soient littéralement partie prenante du résultat et de la solution qu'il va avoir entre les mains. Ça déjà en évitant cet écueil-là, qui est de construire un truc dans son coin et de se Oui. dire, après je vais le lancer et tout le monde va adorer, voilà, on peut se tromper. On va dire l'adoption et le fait que tout le monde se rallie à une solution d'IA, c'est déjà en les mettant dans la boucle au début et en les sollicitant lors des ateliers. Oui, Guillaume? Non, puis c'est un peu le défaut de ChatGPT. En fait, ChatGPT a beaucoup de qualités en termes de visibilité autour de l'IA, mais il y a eu un gros défaut à mon sens, c'est en fait de laisser à penser que c'était facile, de dire que j'ai mon interface conversationnelle chez moi,
pourquoi je ne l'ai pas au travail. Donc on a eu ce côté un peu accélérateur de visibilité évident grâce à ChatGPT et aussi beaucoup de questions qui se sont posées en disant pourquoi est-ce que j'ai pas l'équivalent sur mon poste de travail parce qu'il y a des contraintes spécifiques, notamment sur la confidentialité des données, sur l'utilisation, les risques d'hallucination, etc. Donc c'est aussi là où il y a un vrai enjeu un peu de change et d'acculturation plutôt que de change sur les enjeux de l'IA au travail. Et c'est là où, comme le disait Miguel, il faut différencier les différents types d'IA. En fait, l'IA classique, si j'ose dire, n'est pas la GenAI. C'est des sujets bien différents avec des typologies de risques bien différentes. Par exemple, on a le risque d'hallucination ou le risque de fuite de données qui est spécifique à l'IA générative, notamment par rapport à tout ce qui va être sorti par le modèle d'IA générative qu'on n'a pas sur les modèles d'IA classiques. Donc, il y a aussi des typologies de risques différentes et c'est important de distinguer ces différents types d'IA parce qu'effectivement, derrière le terme IA, qui est un mot valise, on a des réalités parfois bien différentes. Entre le petit réseau de neurones récurrents et le dernier LLM sorti par OpenAI, on n'est pas du tout sur le même univers, même si derrière, on parle d'IA. Donc, c'est important de différencier ces typologies. D'accord. Et au quotidien, dans vos propres entreprises, là, justement, est-ce que vous-même, vous êtes utilisateur pour vos entreprises de ces solutions d'IA et qu'est-ce que ça vous apporte dans votre business de tous les jours et, voilà. C'est un sujet intéressant, ça aussi. David Henry? Oui, alors moi je l'utilise d'ailleurs, c'est marrant, pas plus tard que ce matin avant le podcast, j'utilise beaucoup ChatGPT et j'ai élargi mon équipe avec un copywriter, un business développeur et même un qui est spécialisé dans la création de podcasts. Donc j'ai créé des GPT dédiés qui élargit Oui, mon équipe du coup, dont le copywriter a l'intégralité de mes mots-clés pour optimiser mon référencement sur mon site vitrine de ma startup. Mon business dev a l'ensemble de mes pitchs, mes arguments clients, etc. Et non, du coup, c'est des collaborateurs en plus. Donc moi, je l'utilise, on va dire, très régulièrement, hein, c'est quasiment une fois par jour, ouais, comme un élargissement d'équipe à moindre coût, parce que, entre guillemets, GPT Pro, c'est 20 $ par mois, donc j'ai 3 collaborateurs en plus pour 20 $ par mois. Encore une fois, il faut bien les entraîner, il faut bien les briefer, et puis il faut leur demander clairement ce qu'on veut, entre guillemets, et surtout garder un esprit critique. Voilà. donc quand tu dis que tu les entraînes, etc., c'est que tu leur fournis Du ta prompt? matière, du document, des prompts, enfin, Ouais, ou de la en fait, documentation même, enfin exactement. Donc, ça va être des PDF, ça va être des liens vers des sites internet, ça va être un entraînement parce que GPT est bien conçu qui permet de discuter directement avec le GPT, donc de venir lui dicter un peu les choses à savoir et les choses à faire. Mais oui, oui, c'est énormément de documentation et on sous-estime souvent la puissance, je trouve, de GPT. Mais un GPT qui est bien entraîné et bien briefé, et encore une fois, ce n'est pas uniquement avec un prompt dans un texte, mais ça peut être avec un PDF de 60 pages qui décrit extrêmement dans le détail le produit, la cible, la segmentation client, etc. On peut arriver finalement à un résultat qui est alors, clean à 95% et ultra utilisable. Voilà. Et après, il y a effectivement sur la génération d'images, ça je l'utilise un peu moins, parce que je trouve que les images générées ne sont pas forcément de très bonne qualité, mais effectivement sur Photoshop, sur Firefly ou sur Illustrator, qui permet de générer des illustrations en un prompt, c'est aussi hyper utile. d'accord. Mmh. Et ça, c'est une utilisation individuelle, en l'occurrence, donc ça te permet d'élargir ton équipe avec des Oui, collaborateurs alors réels. individuel, mais toute mon équipe, en fait, y a accès en Et- fait, à ces modèles D'accord, pré-entraînés. tu partages, Euh, voilà. Ouais, il y a aussi les développeurs, ils utilisent à fond GitHub Copilot pour Oui, optimiser leur code. Il y a mon responsable produit, pareil, qui va créer du contenu et qui va ajuster certaines choses sur notamment les tests. Il fait tout son cahier de test avec GPT. Ouais, il y a plein de trucs à faire. Ouais. d'accord. Ouais, je te rejoins Heureusement, sur les chatbots IA génératifs de texte. C'est hallucinant l'intérêt que ça a pour la rédaction, pour le résumé, c'est très très pertinent. Moi, j'utilise beaucoup Mistral via Hugging Face pour tous les textes que j'ai à rédiger en fait sur rédaction propre. J'utilise quasiment systématiquement en premier jet Mistral. Ouais. Guillaume? Alors, c'est amusant parce qu'on est trois et on a trois solutions différentes. Moi, j'utilise beaucoup
Copilot directement intégré Ouais. sur Teams. Alors en termes personnels, je l'utilise beaucoup pour tester des intuitions, voire un peu pour faire des recherches ciblées. En fait, je l'utilise quasiment en concurrent de Google, bon, même si pas exactement de la même façon, mais beaucoup pour avoir des éléments sur des intuitions ou des réflexions que je peux me faire. En milieu professionnel, un peu moins. C'est vrai que nous, en tant que consultant, on vend de l'expertise, donc forcément, c'est un peu difficile de sous-traiter l'expertise à un LLM. Donc pour le coup, en milieu professionnel, un peu moins, mais à titre personnel, je l'utilise beaucoup presque comme une alternative à Google pour penser à des solutions, pour trouver des recherches ou avoir des solutions à des questions que je peux me poser. Donc c'est plutôt un sparring partner en fait. Moi j'ai beaucoup cette notion du LLM comme sparring partner qui en fait nous permet d'avoir quasiment quelqu'un en face de nous avec qui on peut échanger ou poser des questions auxquelles on peut avoir des réponses. Donc Mmh. c'est une façon un peu de se challenger sur différents sujets. Mais en milieu professionnel, c'est vrai que j'ai pas forcément le métier qui s'y prête le plus. D'accord. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'on arrive à produire avec les LLM? C'est de dire, la donnée qui est générée, qu'on arrive à générer dans l'entreprise par l'ensemble des collaborateurs, comment cette data, va pouvoir être exploitée? À qui elle appartient? Comment on arrive à se dire, ce qui a été créé par, tel, collaborateur amène une qualité? Est-ce qu'on arrive à avoir une vision globale en disant on parle de BizDev? Est-ce que, finalement, la manière dont le contenu a été rédigé ou amélioré, parce qu'il y a ces 5 d'expertise, hein, on est à 95 de mass market en termes de résultats qui fonctionnent très, très bien, hein, sur l'activité. Mais on a ces 5 qui sont un peu cette créativité, un peu, ceux qui sortent un peu out of the box, qui arrivent à faire évoluer le modèle, à faire évoluer la logique. Dans cette donnée-là, comment on l'extrait, comment on l'analyse et comment on crée de la valeur pour l'entreprise? Est-ce que, vous avez, été amené à pousser cette réflexion-là, sur ces sujets-là, ou pas? C'est une question. Oui, Mmh. oui, Guillaume? Nous, en fait, c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à Copilot. Donc Copilot qui est, un modèle d'IA génératif directement intégré au poste de travail, donc la suite, Office avec, Teams, Word et cetera. En fait, c'est vraiment l'étape d'après. Pour nous, c'est l'autonomisation des métiers par rapport à l'IA générative, avec une solution d'IA générative directement intégrée dans les outils. Et c'est là où, en fait, la question se pose. C'est-à-dire que entre ce qui a été généré par l'humain en réflexion ou ce qui a été généré avec l'aide d'un modèle d'IA générative en tant que sparring partner, la distinction va être de plus en plus difficile à faire. Donc, en fait, la suite logique, c'est d'avoir de l'IA générative, pas dans un outil dédié comme ChatGPT, mais directement intégré au poste de travail. Aujourd'hui avec Copilot, mais demain avec d'autres outils potentiellement. Et donc, c'est là où la distinction en fait va devenir de plus en plus ténue. D'où l'intérêt de se former à Copilot et de bien comprendre les enjeux autour de Copilot, qui en fait, pour moi, est la prochaine étape après ChatGPT. On a eu les modèles d'IA générative propres avec GPT-3, etc., des solutions pas user-friendly, qui nécessitaient un temps d'apprentissage et une expertise pour les maîtriser. On a eu ChatGPT, l'interface conversationnelle qui permettait de l'utiliser sur un outil dédié. Et là, l'étape d'après, c'est d'avoir l'outil directement intégré dans les outils existants. Donc, il le rend encore plus facilement utilisable et manipulable par des utilisateurs qui sont moins, moins experts techniques, mais qui vont pouvoir l'utiliser dans un contexte d'autant plus large. Oui, Mmh. David Henry? Ouais, carrément en phase avec ce que tu dis, hein, et Guillaume, et j'aime bien l'image, pour, compléter ça, du début d'internet ou même du début des ordinateurs, où en fait, au début des ordinateurs, pour, faire une opération, il fallait faire une ligne de commande. Une commande de texte, donc c'était du MS-DOS, voilà. Je crois à l'époque, hein, je suis pas informaticien, mais du coup, il fallait écrire littéralement ce qu'on voulait. Puis, est arrivée la souris, donc une interface un peu friendly, puis, la commande vocale et cetera, et je trouve que l'IA aujourd'hui, les LLM et tous ces, ChatGPT, Copilot et cetera, c'est un peu ça. C'est qu'aujourd'hui, on fait des commandes écrites, on dit: «Fais-moi ci, fais-moi ça» et cetera. Mais que de plus en plus, d'ailleurs, on le voit sur GPT, ils commencent à mettre une interface visuelle, ces commandes promptes vont être vouées à disparaître. Bon, progressivement déjà, on aura de l'anticipation et de la proactivité de ces IA qui vont déjà faire, avant même ou nous préconiser, on aura juste à mettre oui ou non, hein, une réponse à un email, un draft d'un visuel ou des lignes de code. Et aussi l'interface va évoluer. Alors, pour le coup, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas dire comment. Mais j'aimais bien l'image comparaison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Oui, Guillaume?
Ce qui est intéressant, c'est que ça fait suite à toutes les discussions qu'on avait eues à la sortie de ChatGPT, avec Mmh. notamment le prompt engineering qui en fait était Mmh. la façon de communiquer avec ChatGPT. Et à l'époque, ce qu'on entendait, c'est tout le monde va devenir prompt engineer. Ça va être la nouvelle compétence Mmh. indispensable. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, c'est l'émergence non pas du prompt engineering, mais du flow engineering, en disant qu'en fait, on n'a pas à taper des commandes extrêmement spécifiques pour faire dire ce qu'on veut au modèle. On a un process intégré. Et en fait, l'interface finale, c'est une interface utilisateur beaucoup plus raffinée que juste une zone de texte. Donc, en fait, je suis totalement en phase avec David Henry. On revit un peu le cycle qu'on avait eu avec MS-DOS, puis la souris, puis l'écran tactile. Cette fois-ci, avec des interfaces qui, en fait, vont permettre d'interagir avec des LLM, mais de manière beaucoup plus user-friendly que du texte un peu tourné de manière spécifique pour orienter les réponses du modèle. Donc, c'est vrai que le prompt engineering, ça a été un peu mis sous le feu des projecteurs à l'époque. Ça a toujours un rôle très important parce qu'on aura forcément besoin d'experts pour interagir avec les modèles. Mais l'idée de dire que tout le monde va devenir expert du prompt engineering, comme tout le monde aurait dû devenir expert de MS-DOS, bah, c'est probablement pas ce qui va se passer, parce que nous, ce qu'on commence à voir arriver, c'est des interfaces spécifiques pour interagir avec un LLM de manière user-friendly. Mmh. Et puis, Pierre-Yves, est-ce que tu as une. Oui. Oui, bah, l'objectif, c'est l'approche produit. En fait, l'objectif, c'est d'essayer d'adapter le produit au plus grand nombre. Et ça, c'est extrêmement important. Si le chatbot s'adresse uniquement aux experts, c'est un peu dommage. On passe à côté d'un gisement de valeur, comme tu disais, Guillaume, énorme euh, pour le produit et pour les Oui. utilisateurs. Après, je poussais la réflexion. Mmh. Alors ça va être aussi l'objet d'une série Mmh. qu'on va lancer sur la voie du CTO, mais qui peut compléter cette réflexion en disant oui, aujourd'hui, il y a aussi un mouvement de fond autour de ce qu'on appelle le citizen developer, le no-code, low-code, qui permet de finalement donner la main aux métiers pour créer leur propre interface utilisateur, leur propre usage. Est-ce que vous voyez un lien avec dans les années à venir sur ce mouvement, si vous avez un avis, Mmh. et sur Mmh. et le lien avec l'IA aussi pour les Mmh. entreprises? Oui, David Henry, j'ai vu. Ouais, alors j'étais à Vivatech la semaine dernière et j'ai vu une solution bluffante, ça s'appelle builders.ai, tu connais peut-être Pierre-Yves. Oui, oui, tout à Euh, fait. En un commande prompt, tu dis ouais, j'aimerais bien créer une app qui me donne, je sais pas quoi, qui me permet de faire mes courses de manière plus simplifiée et patati et patata. Et l'IA va automatiquement non seulement drafter toutes les user stories, donc toutes les fonctionnalités de l'application, mais aussi faire des mock-ups de l'application, Mm. estimer la charge et le coût de développement. Et derrière, l'outil, alors ça ne développe pas encore, mais ça te permet d'avoir, entre guillemets, un prototype dynamique en 3 minutes. 3 minutes. Tout ça sur un commande prompt. Et derrière, si tu es partant, chaque feature est chiffré avec un coût. Donc, tu as ton budget et tu dis bah, ça non, ça oui, ça non, ça oui. Et tu payes. Et derrière, il y a des développeurs qui finalisent l'application. Là, on en est là aujourd'hui. Demain, je pense, avec un commande prompt qui va être bah, j'aimerais bien créer une app qui fait ci, qui fait ça. Hop, le truc est créé directement. Je mets ma carte de crédit pour payer mes serveurs, etc. Et terminé. Mais ça va être à horizon de 3 ans. Et Oui. ça va complètement révolutionner, je pense, les métiers d'agence. Alors révolutionner, je ne pense pas, mais il y a entre guillemets le fond du panier, les trucs basiques qui vont être voués à disparaître au même titre que via l'arrivée des CMS type WordPress, Shopify, etc. Beaucoup de marques aujourd'hui ne font plus appel à des agences, ils le font eux-mêmes parce qu'il n'y a plus besoin de développeurs entre guillemets pour faire son site vitrine, etc. Et je pense que ça va être pareil sur les applications beaucoup plus élevées. Donc jusqu'où, en fait, ça va modifier les jobs, ça ne va pas les supprimer, mais ils vont devoir évoluer vers autre chose. Ça, je ne sais pas. Ouais. Guillaume? Oui, d'ailleurs, c'est intéressant qu'on ait la discussion aujourd'hui parce que hier soir, Mistral a rendu public son modèle de génération de code qui s'appelle CodeStral 22B, qui en fait, pour le coup, est un peu ce que tu décris, David Henry. C'est une solution d'IA générative qui est capable de générer du code de manière de très haut niveau et donc potentiellement capable de construire des applications à terme. Donc là, c'est tout nouveau, hein, ça a été annoncé il y a quelques heures. Donc on est encore sur des choses vraiment nouvelles, mais potentiellement, c'est une des prochaines étapes aussi pour les développeurs de dire qu'on a une partie du code qui est externalisée et que le métier de développeur évolue avec un LLM pour être le sparring partner du développeur. Encore une fois, moi j'aime bien cette vision de sparring partner qui en fait va être presque un assistant développeur pour rendre le développeur plus performant et permettre aux développeurs de se concentrer sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. La réflexion générale, la conception du modèle, comment est-ce qu'on travaille l'interface utilisateur, les échanges avec les utilisateurs, etc. Donc pour le coup, oui, c'est la next step logique de dire que la création d'applications est
prise en charge en partie par un LLM et agit comme un assistant personnel ou un sparring partner pour le développeur. Alors, ça crée une dépendance forte, hein, néanmoins, avec un élément externe. Donc, est-ce que ça ne peut pas poser des problèmes par ailleurs? Bah, le développeur a déjà une dépendance par rapport à l'informatique en général. Donc, pour le coup, c'est des métiers où, bah, sans l'outil spécifique qui est l'ordinateur, on ne peut pas travailler. Donc, pour moi, c'est la next step par rapport aux interfaces ou aux environnements de programmation. C'est vrai qu'avant, on avait les IDE un peu classiques, type Eclipse, par exemple, pour Java ou d'autres éditeurs. Là, pour Python, on a Jupyter, qui est donc une interface plus spécifique. Là, l'idée, c'est d'avoir une interface encore plus spécifique avec un LLM embarqué pour aider le développeur à coder. Donc, pareil, on est un peu dans la discussion qu'on avait tout à l'heure avec David Henry, avec une logique de plus en plus intégrée de l'IA générative dans les outils de travail. Donc, c'est potentiellement la prochaine étape pour les développeurs. Oui. Y arrive? Je trouve ça génial qu'on puisse faire développer des bouts de code à des IA. Ça fait un gain de temps dingue. Par contre, il faut quand même garder en tête que, faut avoir une vision d'ensemble de l'application d'un point de vue dev. Sinon, tu ne maîtrises pas ce qu'il y a dans le code, en fait, hein. Ça peut être un danger aussi. Et aussi, concernant le fait de mettre ça entre les mains du business, euh, il faut se méfier des applications complètement designées par le business, parce que s'ils n'ont pas une vision d'ensemble de l'architecture, des façons de faire, on peut se retrouver avec un énorme plat de spaghetti à la fin. Et c'est vraiment le boulot de l'IT quand même de proposer l'organisation des différentes applications, de la structuration de la donnée, etc., pour avoir une approche cohérente et exploitable sur le long terme. Mmh. Oui, c'est ce que ces outils de low-code, no-code, d'ailleurs, effectivement, amènent comme risque potentiel. C'est que chacun fait des petits bouts d'applications un petit peu partout dans le système d'information. Et du coup, comment est-ce qu'on gère et on maintient en plus cela dans la durée? Quand je parlais de dépendance, effectivement, tout à l'heure, j'avais un peu en tête le fait qu'effectivement, on crée de la dépendance vers des systèmes de code qu'on maîtrise plus ou moins bien derrière, et que si on ne sait pas qu'est-ce que ça fait, dans l'essence même, on va avoir peut-être potentiellement des mauvaises surprises également. Donc, il faut tout un écosystème, j'imagine, autour pour contrôler aussi quand même tout ça correctement. Guillaume, oui. Bah, c'est tous les enjeux qu'on a autour de la data gouvernance et de l'IA gouvernance ou l'AI gouvernance. C'est qu'en fait, il y a eu cette tendance à une époque à faire du shadow IT dans certaines entreprises, en disant qu'on a de l'IT un peu parallèle ou un peu caché, bon, pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, qui sont parfois justifiées. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ben, comme on a des nouveaux outils qui apparaissent avec du ChatGPT, avec du Codebase, par exemple, ou du Claustral en parlant de la solution de Mistral, bah, il y a un enjeu aussi d'avoir des bonnes pratiques et un pilotage d'ensemble de toutes ces solutions pour éviter, comme tu le dis, Midwell, d'avoir des choses qui apparaissent à droite à gauche sans qu'on ait de cohérence globale. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu le rôle de la data gouvernance de s'assurer qu'on ait à la fois des bonnes pratiques connues, partagées, acceptées et qui sont ensuite respectées. Donc c'est des vrais sujets qui vont se poser pour les entreprises, qui commencent déjà à se poser depuis ChatGPT, parce que c'est vrai que ChatGPT a pu être utilisé un peu sans contrôle au tout début parce que c'était un outil nouveau pour tout le monde. Là, les entreprises ont compris que ChatGPT, ça ne s'utilisait pas n'importe comment et pas dans n'importe quelle condition. Bah, là, l'étape d'après, c'est de faire la même chose pour tous ces outils d'IA générative et pour éviter justement d'avoir un peu des bouts de code, comme tu dis, qui partent à droite à gauche sans qu'on ait de contrôle là-dessus. Donc, c'est le rôle après du Data Office. Presque un nouveau métier, enfin un nouveau métier, ou en tout cas une nouvelle évolution des métiers existants, que de savoir contrôler effectivement tout ça. Oui, oui. Euh, Il y a une réflexion que j'avais menée avec, avec un chef digital officer, et on avait amené sur l'arrivée de la traduction en temps réel des langues, en fait, hein, parce qu'on va arriver dans le langage, pouvoir parler dans notre langue, qui sera traduit dans l'oreillette d'un Chinois dans sa langue, parce que la technologie va nous le permettre. Mais c'est vrai que il me menait cette réflexion auquel je n'avais pas pensé, en disant, bon, c'est vrai que c'est très bien, mais en fait, quand on apprend une langue, on apprend aussi la culture en même temps et la manière de réfléchir aussi de la même manière. Donc si on intègre cette logique de la technologie, on va perdre aussi, à titre individuel, quelque part une compétence et une profondeur
de compréhension des sujets. Je regardais la dernière fois, je faisais l'expérience d'un simulateur de voix, c'est-à-dire on enregistre notre voix pendant de quelques secondes et après on lui soumet un texte et en fait il nous retranscrit notre voix. Et, et c'est très proche de notre voix. Mais ça ne nous permettra pas à nous en tant qu'individus d'apprendre l'expression orale ou la qualité de diction qu'auraient permis ces heures de travail en termes d'expression orale, parce que finalement, il y a quelqu'un qui nous remplace dans ces sujets-là. Donc, On peut parler de l'expression écrite aussi. Hein. Exactement, de l'expression écrite. Et c'est où on trouve finalement notre rôle et notre fonction dans ce monde technologique et finalement, qu'est-ce qu'on sera réellement si on nous enlève la technologie. Est-ce que je pense, Miguel, vous l'exprimez dans cette réflexion, si on nous enlève ça, qu'est-ce qui restera véritablement de chacun, même de l'entreprise? Est-ce qu'on aura encore cette résilience, cette adaptabilité face à cette révolution numérique extrêmement rapide? David Henry, oui, non? Non, je suis complètement d'accord. La résilience est clé et critique. Hein. Je donnais un cours l'autre fois sur ChatGPT. Au tout début, je disais la résilience. Donc, apprenez à faire sans, et puis ça n'a pas loupé. Hein. 1 heure avant la fin du cours, GPT down, donc complètement bloqué. Et je pense qu'il faut non seulement la résilience, c'est démultiplier les solutions qu'on utilise, mais aussi savoir faire sans. Pas de se retrouver complètement bloqué. Je pense qu'on l'a vécu avec la pandémie et le fait d'être assez agile et de pouvoir télétravailler avec la technique. Je pense que probablement, au moment où il y aura une IA malicieuse qui va verrouiller l'intégralité d'Internet, il faudra apprendre à faire ça encore. Ouais, on peut penser aussi aux enfants, aux étudiants qui utilisent massivement ChatGPT pour faire leurs devoirs. Qu'est-ce qu'ils vont savoir de la rédaction sans ChatGPT? Oui. Souvent, on compare à je sais pas, l'arrivée de la calculatrice qui a empêché, enfin, et fait en sorte que le calcul mental devient de moins en moins une pratique courante chez les gens, bien entendu, puisqu'on n'en a plus besoin. Mais là, c'est vrai que le spectre est encore plus large, puisqu'il il va jusqu'à l'écrit, jusqu'à l'oral, l'expression, jusqu'à presque la réflexion, le raisonnement parfois. Donc, effectivement, on est en train de s'attaquer à des capacités humaines quand même extrêmement fortes. Donc, comment arriver à maintenir tout ça? On aborde des questions très, très philosophiques, là. Très philosophique. Et alors, je voulais revenir peut-être sur la fin de ce podcast, pour pas vous prendre plus de temps. C'est de partager un peu votre vision de la data, de l'IA, dans les quelques années, j'allais dire 5-10 années, mais je pense que ça va plus vite que ça. Je veux dire, dans les 2-3 années qui arrivent, ça va extrêmement vite, avec un axe ou un petit angle. Voilà. Alors, David Henry, vas-y, je t'en prie. Après, je sais que tu dois y aller, donc je te remercie déjà de devoir nous accompagner sur ça. Ah, bah c'est très gentil. Du coup, j'étais en train de. Je veux bien que tu me réexpliques la question. C'est la réflexion. Quelle est ta vision de l'IA ou des nouvelles technologies d'ici 2-3 ans? Tu vois, ta vision sur comment les choses Ah vont bah, évoluer. ouais, concrètement, je pense qu'on va vivre une révolution de l'IA au même titre que le smartphone a révolutionné notre quotidien, dans le sens où ça sera partout, dans chacune des interactions. On le voit, ça s'intègre progressivement dans l'ensemble des services qu'on utilise pour nous simplifier la vie, pour accélérer, pour apporter de la qualité. Et donc, du coup, ce qui est aujourd'hui de l'ordre de l'innovation l'est de moins en moins, et ça va devenir une commodité. Donc, pour moi, l'IA dans le futur, ça sera une commodité qui va se rendre vraiment indispensable. Et qui va profondément bouleverser nos vies. Et je pense qu'on ne sait pas encore à quel point ça va le bouleverser. Merci, David Henry. Guillaume? Bon, évidemment, je suis assez d'accord avec David Henry, hein, c'est que l'IA, alors la seule différence que j'ai, c'est que pour moi, l'IA est déjà partout. En fait, on s'en rend même plus compte, mais on est entouré de modèles d'IA absolument à tous les niveaux. Moi, par exemple, hier soir, j'ai regardé une série sur Netflix qui m'a été recommandée par un algorithme d'IA. En fait, on est tellement baigné dans l'IA tout le temps qu'on se rend même plus compte qu'on est déjà entouré par l'IA. Mais oui, on va avoir une révolution de l'IA. Bon,
à voir si c'est perçu comme tel, mais de l'IA de plus en plus omniprésente dans notre quotidien, qui va permettre de faire toujours plus de choses et d'avoir une qualité de vie toujours supérieure. Donc c'est ça les prochaines années pour moi. C'est vraiment de l'IA partout, tout le temps, jusqu'au poste de travail. C'est encore une fois le rôle de Copilot aujourd'hui et des autres solutions qui vont arriver. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on l'utilise beaucoup à titre personnel avec nos smartphones, des solutions existantes sur étagère. Le futur, c'est en fait de l'avoir partout, y compris dans le poste de travail, dans des outils généralistes et à terme dans des outils spécialisés, et en fait d'avoir de l'IA comme assistant personnel, sparring partner, selon comment on les appelle, pour nous aider à travailler toujours mieux. C'est ça l'ambition à terme, c'est vraiment d'avoir de l'IA partout et un peu de nous équiper, d'avoir comme ça de l'équipement personnel avec ces nouvelles solutions. Mais je suis assez d'accord, hein, les prochaines années vont être assez folles parce qu'on voit une accélération des sujets avec les Transformers qui ont été découverts en 2017, ce qui est quand même assez récent quand on y réfléchit. GPT-3 qui est sorti en 2020 avec déjà un peu de bruit dans le monde de l'IA à l'époque, ChatGPT qui a eu le succès qu'on connaît, et là on voit des nouveaux modèles qui arrivent quasiment tous les 6 mois avec toujours plus de capacités. Donc les prochaines années vont être folles, mais moi la finalité c'est qu'en fait l'IA ne soit presque plus un sujet et qu'en fait ce soit tellement intégré à notre quotidien partout et tout le temps qu'on ne se rende plus compte. Exactement. Et Pierre-Yves? Ouais, je vous rejoins complètement là-dessus, mais ça peut aller même beaucoup plus loin que ce qu'on imagine aujourd'hui. On peut imaginer à terme, dans quelques années, une boîte qui serait gérée par l'IA, en fait, dont les interactions entre les employés seraient complètement aidées. Ça permettrait d'avoir une conscience centrale au niveau de la boîte. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus de performance. Alors après, jusqu'où est-ce qu'on veut aller, je ne sais pas. Il y a le facteur humain qui doit rester primordial. Ça ouvre d'autres questions, ça aussi, comme sujet. Pour un prochain podcast. Dawson, un mot de conclusion? Oui, je vous remercie tous pour votre participation enrichissante et le partage éclairant que vous avez fait avec notre auditoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci, À bientôt. merci. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la voie du CDO. J'espère que cet épisode vous a apporté des idées précieuses et a ouvert de nouvelles perspectives sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans votre stratégie digitale. Si vous avez aimé notre conversation et que vous souhaitez soutenir le podcast, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles et de laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre soutien nous aide à grandir et à partager nos idées avec une communauté de plus en plus large. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode à vos proches et sur LinkedIn et à taguer la voix du CDO. Retrouvez-nous le mois prochain pour un nouvel épisode plein de surprises, d'innovations et des invités toujours plus inspirants. D'ici là, continuez à innover, à expérimenter et à diriger. C'était un plaisir de vous avoir accompagné aujourd'hui. À très vite sur la voie du CDO.